Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Quel rôle peuvent jouer les conseils régionaux et districts autonomes dans la lutte contre le chômage des jeunes? La question est au cœur de la rencontre de haut niveau présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le gouvernement ivoirien veut impliquer ces collectivités dans la lutte contre le chômage. Après les députés et les sénateurs donnent carte blanche au gouvernement, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025 a été adopté définitivement. Les sénateurs réunis en plénière à Yamoussoukro ont validé le budget 2025 estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Et ce soir, nous jetons une lucarne sur le centre de santé urbain de la Riviera Palmera et Cocody. Ce centre est une référence en matière d'accueil et de professionnalisme. Il vient d'être classé deuxième établissement sanitaire de contact. Son credo est l'excellence. On y fera un tour dans ce 20h. Le cyclone Chido qui a frappé il y a quelques jours l'archipel de Mayotte a aussi laissé de graves séquelles au Mozambique. Pas moins de 34 personnes ont été tuées. Selon l'Institut national mozambicain de gestion des risques et désastres, le cyclone s'est signalé dimanche dernier dans environ 3 provinces mozambicaines. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La bonne gouvernance est en marche dans notre pays. La Cour des comptes implique les gouverneurs de district dans la bonne gestion des finances locales publiques et cela passe par la formation. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient de donner justement le top départ pour le renforcement des capacités des ministres-gouverneurs. Le but est clair, les engager dans une gestion plus efficace des fonds publics. Jean-Luc Mambo. Les districts autonomes occupent une place stratégique dans l'architecture institutionnelle du développement local en Côte d'Ivoire. Cependant, ces entités font face à des dysfonctionnements majeurs. Insuffisance de textes réglementaires, mandatement tardif des dépenses, lenteur dans la passation des marchés publics et difficultés de mobilisation des ressources. Il s'agit de doter les participants des outils nécessaires pour surmonter ces obstacles et améliorer la gouvernance locale à 2 niveaux essentiels. D'abord par l'information et la sensibilisation sur les procédures et champs de contrôle de la Cour des comptes, ainsi que sur les rôles et responsabilités dans la gestion financière locale. Ensuite, par la clarification des principes, règles et mécanismes de gestion des ressources financières mis à la disposition des districts autonomes. Pendant 2 jours, les participants plancheront sur des thèmes cruciaux liés au cadre légal, à la gestion financière, à la gestion des marchés publics et au contrôle des districts autonomes. Depuis que nous sommes installés jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que nous rencontrons la Cour des comptes pour qu'effectivement on puisse s'imprégner de toutes les procédures de contrôle et de rôle réel que les ministres-gouverneurs doivent jouer. Nous avons toujours appelé à ce séminaire qui est le bienvenu parce qu'il va nous permettre de nous mettre devant notre responsabilité et de faire en sorte que l'efficacité de la dépense publique puisse permettre à la population de bénéficier des fruits de nos interventions. Ils sont unanimes. Ce séminaire marquera pour eux une étape essentielle pour améliorer la gestion des fonds publics et renforcer la confiance des citoyens. Nous entendons tous parler de la Cour des comptes. Nous ne savons pas tous toujours à quoi elle sert. Et une de ses missions est de vérifier les comptes de l'État, mais aussi de nous apprendre à mieux les gérer. Et c'est l'objectif visé par ce séminaire d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'optimiser le recouvrement des recettes, d'optimiser les dépenses et surtout d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens en utilisant avec efficience la dépense publique. Au titre de l'année 2024, les collectivités territoriales devraient recevoir de l'État un concours financier de 329,3 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour une gestion rigoureuse et décentralisée de ses finances publiques. En initiant ce séminaire, il s'agit de réaffirmer le rôle prépondérant que vous avez à jouer dans le développement harmonieux de notre grand pays, par une affectation puis une gestion toujours plus rigoureuse des ressources publiques pour le bien-être de nos populations. Je reste convaincu que l'accompagnement par le contrôle de la Cour des comptes contribuera davantage
à plus de sérénité, mais aussi de transparence dans la gestion des deniers publics dédiés aux différents projets et programmes. Les travaux de ce séminaire devraient permettre de jeter les bases d'une gestion financière modernisée et performante des districts autonomes, une dynamique essentielle pour consolider leur rôle dans le développement local et national. Et toujours dans cette dynamique, le gouvernement s'attelle aussi à améliorer l'employabilité des jeunes. Eh bien, pour des résultats efficaces, il appelle à l'implication de tous. Les conseils régionaux et districts autonomes vont jouer leur partition. Mais quelle stratégie élaborer pour lutter contre le chômage des jeunes? Le ministère de la Jeunesse vient d'initier une rencontre de haut niveau à laquelle a pris part le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Marie-Chantal Akanda, Adama Kéré pour le reportage. L'avenir de la jeunesse ivoirienne repose sur des initiatives locales pour combattre le chômage. Lors d'une haute rencontre présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le ministre Touré Mamadou a dressé un bilan à mi-parcours des projets d'insertion professionnelle portés par le dispositif de maîtrise d'ouvrage délégué. Ce sont environ 45 milliards 895 millions de francs CFA qui seront transférés à 33 collectivités au profit de 100 200 jeunes bénéficiaires. Ce sont 21 milliards 955 millions 138 496 francs CFA qui ont déjà été décaissés en faveur donc des régions et districts, soit un taux de décaissement de 47,8% et 38 064 jeunes qui sont déjà pris en charge dans différents dispositifs d'accompagnement d'insertion, soit un taux d'avancement technique de 37,9%. Le but est de bâtir et de consolider sur les acquis pour faire des recommandations afin d'améliorer le dispositif mis en œuvre dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage délégué aux collectivités et une plus grande implication pour favoriser une politique efficace d'insertion des jeunes en territoire. Les collectivités territoriales jouent un rôle central dans la mise en œuvre des projets des jeunes. Le PGDEC, phase 3 et CD2 3, emploi des jeunes, vise à répondre plus efficacement aux besoins pressants d'insertion et d'autonomisation de notre jeunesse, tout en renforçant la décentralisation et la responsabilisation des collectivités territoriales. C'est une gestion de proximité qui s'avère toujours performante. Grâce à des partenariats avec des institutions comme la Banque mondiale et l'Agence française de développement AFD, des avancées notables sont enregistrées. L'originalité de ce dispositif, c'est qu'il s'appuie sur les collectivités, sur les régions, pour que le dispositif soit au plus proche des jeunes Ivoiriens et des jeunes Ivoiriennes, où qu'ils soient dans le pays, sur les territoires, pour pouvoir donner un service adapté à leurs besoins. On va travailler pour voir comment on peut trouver des solutions pour accélérer la mise en œuvre de ce programme. Le gouvernement insiste sur l'importance d'un engagement renforcé des régions et districts pour garantir le succès du programme Insertion professionnelle jeune. Les résultats présentés, bien que satisfaisants, doivent nous amener à agir encore plus vite pour accélérer la mise en œuvre de l'un des objectifs majeurs du Plan national de développement dit PND, à savoir faire bénéficier toutes les régions de cette dynamique d'amélioration, de même que toutes les couches de la population. Aussi, est-il important de s'appuyer sur les collectivités dans la préparation et la mise en œuvre des projets et programmes afin d'assurer une meilleure prise en compte des spécificités socio-économiques territoriales. La régionalisation de la stratégie d'insertion des jeunes initiée à travers la maîtrise d'ouvrage déléguée qui nous réunit ce jour répond à ces besoins. Mieux concilier les objectifs globaux avec l'efficacité et l'efficience de la politique d'autonomisation des jeunes dans les régions grâce à un meilleur ajustement des besoins et des réalités concrètes des localités. La volonté politique affirmée et les résultats obtenus augurent des solutions durables pour répondre aux attentes des jeunes. Voilà, c'est fait. Après les députés, les sénateurs donnent carte blanche au gouvernement ivoirien. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025 a été adopté définitivement par la Chambre haute du Parlement à Yamoussoukro. Après délibération, donc, les sénateurs réunis en plénière ont donné quitus pour l'exécution du budget estimé, je rappelle, à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro.
La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisuko Kamara, est aux côtés des sénateurs pour une séance plénière de délibération. 3 projets de loi, réforme des impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, règlement du budget 2023 et surtout budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2025. 3 projets de loi déjà adoptés par la Commission des affaires économiques et financières qui sont soumis à l'ensemble des sénateurs. Pour ce qui est du budget 2025, qui se chiffre à plus de 15 000 milliards de francs CFA, le président de la Commission des affaires économiques et financières, Cissé Mamadou, revient sur les raisons qui les ont amenés à adhérer massivement. C'est un budget qui se met en place sur la base de grands agrégats économiques favorables, c'est-à-dire que nous avons une croissance de l'ordre de 6%. Nous pensons que ce budget que nous venons de voter répond entièrement aux attentes des populations ivoiriennes, répond à l'engagement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vis-à-vis de ses concitoyens, au niveau de son programme que nous appelons une Côte d'Ivoire solidaire. C'est par vote à bulletin que les sénateurs vont donner leur avis sur ce budget. Le résultat est sans appel. Nous avons le résultat suivant. Pour 96 voix sur 96, 0 voix contre, abstention 0 voix. Le Sénat a adopté le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025 à l'unanimité. Cette séance plénière de délibération est la dernière de la 2e session. Les sénateurs partent en vacances le 19 décembre 2024. Ils seront de retour l'année prochaine, précisément le 29 janvier 2025. Et on va rester au Sénat où vient de nous parvenir ce communiqué. Il est ainsi libellé. Madame Kandia Kamisuko Kamara, présidente du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière de clôture de la 2e session ordinaire le jeudi 19 décembre 2024 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro en raison du caractère solennel de cette séance. Madame la présidente du Sénat invite mesdames et messieurs les sénateurs à arborer leurs écharpes et autres insignes de parlementaires. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Il est signé du secrétaire général du Sénat, Touré Ousmane Samassi. On va emprunter maintenant l'axe Yamoussoukro-Washington qui sera fermé davantage. Cisco est une entreprise informatique américaine spécialisée dans la fabrication de produits technologiques et Cisco veut aider les femmes ivoiriennes à booster davantage leur autonomisation. 3000 femmes bénéficieront donc d'une formation au digital. Un accord a été signé avec la ministre Nassene Batouré. Le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone sont aussi ciblés, nous rapporte Rally Diomondi. Le programme Networking Academy, en abrégé NetAcad, démarre bientôt en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone pour la formation de 3000 femmes au métier des technologies. En présence de ses homologues guinéennes et libériennes, la ministre ivoirienne de la Femme, Nassene Batouré, scelle le partenariat avec la vice-présidente exécutive de Cisco, leader mondial dans la conception et la commercialisation d'équipements réseau pour Internet. Aujourd'hui, nous nous engageons à former et à créer des femmes dotées de compétences numériques et à tirer parti des opportunités d'éducation ici en Côte d'Ivoire et au-delà. L'une des choses sur lesquelles nous nous concentrons est la cybersécurité. Sur le continent africain, malheureusement, seulement 9% des cyberprofessionnels sont des femmes. Nous devons nous engager à changer la donne. Ce projet qui marque le début d'un partenariat stratégique entre Cisco, Sébastien Tech et nos gouvernements incarne une vision ambitieuse, celle de faire émerger une nouvelle génération de femmes africaines leaders dans le domaine de la technologie. Nous devons continuer à œuvrer avec détermination pour faire de la technologie un outil d'autonomisation, un moteur de développement, un catalyseur de changement pour les femmes africaines. Le programme Networking Academy est une initiative de Cisco lancée en 1997. Il a déjà bénéficié à plus de 24 millions de personnes à travers le monde.
La Côte d'Ivoire et la Corée sont aussi amis. Le ministère ivoirien de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a signé une convention avec l'Agence coréenne de coopération internationale. L'accord porte sur la formation et il s'agit d'offrir de meilleures infrastructures aux élèves des filières techniques et professionnelles. Jean-Magagui et Joël Gomez nous expliquent dans les détails. La République de Corée et l'État de Côte d'Ivoire formalisent leur partenariat dans le secteur de l'enseignement technique. Le financement pour la réhabilitation et l'extension des infrastructures scolaires du pays sont l'une des priorités de cette convention. 11 millions de dollars américains, soit environ 6,6 milliards de francs CFA, sont prévus pour le lycée professionnel, industriel et le lycée des métiers de la mode et du social de Bouaké. Ce don de l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA, au ministre de tutelle Kofi Nguessan, est une aubaine pour la Côte d'Ivoire. Nous espérons que ce projet contribuera, n'est-ce pas, à un développement régional et surtout au développement de la formation et de l'éducation dans le centre et au nord de la Côte d'Ivoire. La KOICA ne pouvait pas être en marge, n'est-ce pas, de soutenir, n'est-ce pas, le ministère de la formation professionnelle pour le développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Ces lycées pourront aussi avoir un impact sur la zone nord, puisque nous allons recruter les apprenants venant du centre et de la zone nord. L'idée, c'est d'avoir un impact positif sur le développement des territoires. Cet accord renforce la coopération bilatérale entre la Corée du Sud et l'État de Côte d'Ivoire. Son application rentre dans la continuité du projet de renforcement des capacités des formateurs sur les techniques d'enseignement et d'apprentissage basées sur les TIC. Un programme initié depuis 2022 en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale. Voilà, et les bons exemples sont promus dans ce 20h. La rédaction de RTI 1 jette ce soir une lucane sur le centre de santé urbain de la Riviera Palmeraie-Cocody. Ce centre vient d'être classé 2e établissement sanitaire de contact. Son credo, excellence et professionnalisme. Ce qui lui vaut d'ailleurs une bonne renommée dans la commune et bien au-delà. Nos reporters Naomi Mokla et Jean Magagui ont été séduits par la qualité de l'accueil. On l'espère aussi pour vous. 4000 patients reçus en moyenne tous les mois. Le centre de santé urbain à base communautaire de la Palmeraie est régulièrement fréquenté par les riverains. Je suis venu à l'hôpital aujourd'hui pour faire consulter ma fille. Le personnel est accueillant, ça me rassure. Et chaque fois que je quitte ça avec mes enfants, vraiment ils ont la pleine forme après les traitements. Dans le hall, le personnel se rend disponible pour les patients. Dame Keita est venue accompagner sa fille en ce moment en salle d'accouchement. C'est ma fille qui est venue accoucher. On a l'habitude de venir ici. Et puis pendant sa grossesse, toutes ces consultations ont été faites ici. Comme elles sont bien accueillantes et gentilles, on a préféré qu'elles viennent accoucher ici. Les équipes du docteur Théodore Nyoyo prennent en charge la jeune parturiente. Pour cette heure, il y a 2 patientes, il y en a une qui est en travail. Les sages-femmes s'en occupent très bien, hein? Mais quand on se rend compte que le pronostic n'est pas vraiment favorable, il faut être vraiment vigilant. Bon, j'observe, donc actuellement, ça se passe bien. En tout cas, je donne 1 heure maximum. Si au bout d'1 heure, elle n'accouche pas, c'est qu'il y a un problème, alors il faut agir. La seconde, c'est un cas qu'on reçoit souvent, une patiente qui ne se sait pas enceinte, et puis des douleurs surviennent. Mais à l'examen, on se rend compte que ça peut être une grossesse extra-utérine qui est rompue, ça devient une urgence. Une trentaine de minutes plus tard, la bonne nouvelle tombe. Notre bébé vient de naître, un beau garçon de 3,6 kg, un gros costaud. Le bébé dont on parlait tout à l'heure, je disais que si elle n'accouchait pas dans un délai précis, il fallait qu'on agisse. Heureusement, ça s'est bien passé. Ce centre de santé urbain à base communautaire a conquis le cœur des riverains du fait de son professionnalisme, de son cadre hygiénique, des critères qui lui ont valu d'être classé 2e au plan national dans la catégorie des établissements sanitaires de premier contact par les Hosto Awards 2024. Ce qui fait notre force ici, dans ce centre, c'est l'accueil, l'hygiène et l'environnement, la qualité des soins et puis la motivation donc, du personnel qui s'en suit. Voilà. Tout ça, derrière tout ça se trouve un conseil d'administration qui veille à ce que ces orientations soient mises en œuvre par le médecin-chef pour la chaîne médicale et par le responsable administratif financier pour la chaîne financière. Que c'est avec beaucoup de joie que les patients accueillent ce prix parce que pour eux, ça ne fait que confirmer tout le bien qu'ils pensaient du centre. À ce jour,
La Côte d'Ivoire dispose d'une quarantaine d'établissements sanitaires à base communautaire. Ils sont liés à l'État par une convention de service public et sont gérés par les riverains qui en sont des usagers. Voilà, c'était l'immersion de Naomi Mokla et Jean Magagui au centre urbain de la Riviera Palmeraie, un bel exemple à promouvoir. Je vous invite à une autre découverte. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur du pays. C'est le centre d'accueil d'Opama et Karitia, situé à Bondiali. Il a été inauguré ce week-end même par les ministres Nasseneba Touré, Mariatou Kone et Amadou Coulibaly. Conçu pour accueillir des enfants vulnérables, cet orphelinat moderne offre des infrastructures adaptées pour des anges. Il a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Ami Sissoko. Le centre d'accueil d'Opama et Karitia, un espoir pour les enfants vulnérables de Bondiali. Bâti sur 3 hectares, il est remis officiellement à l'État. Cet orphelinat mixte d'une capacité initiale de 50 lits comprend une pouponnière, une école maternelle, des salles de classe équipées et d'autres infrastructures modernes. C'est le fruit de la générosité de Mayele Coulibaly, l'épouse de l'ex-ministre de l'économie et des finances Ngolo Fatroman Coulibaly, en hommage à ses parents d'Opama et Karitia. À travers ce centre d'accueil, je souhaite offrir aux enfants dans le besoin un foyer où ils pourront non seulement trouver un toit, mais aussi des opportunités, des rêves et surtout de l'affection. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, s'est réjouie de ce projet de plus de 1,140 milliard de francs CFA. C'est un lieu où les enfants vulnérables trouveront non seulement un toit, mais aussi de l'amour, de l'éducation et des opportunités pour construire leur avenir. C'est un espace où ils pourront rêver, apprendre et se construire. La ministre Mariatou Kone, la marraine, a magnifié cet acte de solidarité en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. Venir en aide à ceux qui ont besoin de nous, même s'ils ne tendent pas la main, est une attitude noble que l'exemple de mon aîné Mayele Coulibaly Fofana doit nous inciter à adopter dans notre vie et dans nos relations avec les autres. À terme, le centre d'accueil d'Opama et Karitia sera doté entre autres de 5 villas pour le personnel, de 4 bâtiments de formation, des aires de jeu et un espace pour le maraîchage. Et on découvre aussi une autre bonne action, c'est celle du Conseil national des droits de l'homme qui honore les acteurs des droits de l'homme dans notre pays. Le CNDH veut ainsi promouvoir les valeurs des droits de l'homme et surtout encourager tous ces acteurs. Eric Goré nous explique. L'ONG Bloom est le vainqueur du prix national des droits de l'homme. Cette organisation a été désignée par le jury de l'édition 2024 pour s'être distinguée avec un projet innovant. Ce projet est la construction d'un centre d'accueil des femmes victimes de violences basé sur le genre. Depuis 2023, nous avons commencé la construction de cet édifice-là qui doit permettre justement la reconstruction de ces femmes brisées dans leur dignité, dans leur santé, dans leur être. Pour ce qui est des droits de l'homme, nous avons le droit à la vie, nous avons le droit à la santé, nous avons le droit même à rester digne en tant qu'être humain. Nous avons droit à vivre librement. Sansan Kambile, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a au nom du Premier ministre remis le trophée au vainqueur. Monsieur le Premier ministre, parrain statutaire du Prix national des droits de l'homme et haut patron de la présente cérémonie, se réjouit donc de l'institution de ce prix qui gagne chaque année en notoriété, dont la présente édition a pour thème la solidarité au cœur des droits économiques, sociaux et culturels. Namizata Sangaré, la présidente du CNDH, donne le sens de cette distinction. Aujourd'hui, les États ont le devoir de respecter, protéger et réaliser les droits économiques, sociaux et culturels à travers, entre autres, la réalisation progressive de ces droits et l'interdiction des mesures régressives, l'interdiction de la discrimination, la prise de mesures favorisant la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels pour tous. Le Prix national des droits de l'homme est à sa 8e édition. Cette distinction a pour but d'œuvrer au renforcement des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.
Nous partons à présent pour Bondoukou, où l'armée ivoirienne a déployé un dispositif militaire composé d'entités de combat tactiques en vue d'un exercice pour tester sa capacité de réaction en cas d'attaque. Cet exercice s'est déroulé en présence de plusieurs officiers supérieurs de l'armée et des populations riveraines. Herman Niamien. Des forces armées terroristes viennent d'assiéger ce village de la localité de Sorobango, situé à 18 km de Bondoukou. Issus du raid Scorpion, un groupe armé d'un pays limitrophe, ces terroristes qui ont fait irruption sur notre territoire dans l'objectif de piller pour financer leurs actions de dissidence font subir aux populations riveraines les pires sévices, les obligeant à déserter et les contraignant à l'exode vers le sud. Alertée, l'armée de terre, sous les instructions du chef d'état-major général des armées, annonce une contre-offensive dans l'optique de restaurer un climat de paix dans cette région stratégique. De grands moyens militaires sont déployés. L'assaut est donné. Après de rudes combats, nos forces armées ont pris le dessus sur l'ennemi. Néanmoins, quelques soldats ont été touchés lors des échanges. Leurs frères d'armes formés au sauvetage de combat de niveau 1 procèdent à la prise en charge en urgence des blessés en attendant l'arrivée des secours. En garde en face à la source de progression. Réduction terminée. L'ennemi semble avoir décroché. Bilan ami, 2 blessés sont pris en charge à l'arrivée. 7 attaques saisies, 7 ennemis abattus. Nous sommes prêts à continuer la progression. Allez. Tout ceci n'est que de la fiction, une mise en scène pour mettre en condition opérationnelle des unités de l'armée de terre en vue de dissuader toute menace potentielle dans la région. C'est un exercice de l'armée de terre pour pouvoir évaluer la cohérence des capacités de l'armée de terre à défendre le territoire national. Donc ça s'inscrit aussi dans la droite ligne des opérations qui sont conduites au quotidien par l'armée de terre. Cet exercice dénommé NZR s'est déroulé sous le regard admiratif du chef d'état-major général des armées adjoint, le général de division Dem Ali Justin, du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Chérif Ousmane, du sous-préfet de Sorobango et des populations riveraines. Cette démonstration que nous venons de voir ne peut susciter en nous qu'un sentiment de fierté. Nous sommes fiers d'appartenir à notre pays, nous sommes fiers d'être ivoiriens. À travers cet exercice grandeur nature, l'armée veut rassurer les populations ivoiriennes qu'elle a les hommes et les moyens de défendre la République en cas d'attaque d'un ennemi. Et justement pour la paix, les prières montent au ciel également pour une belle année 2025. Je vous convie maintenant à la 11e édition des moments de reconnaissance à l'Éternel initié par la Maison de méditation et de la Bible. Ce rendez-vous qui a réuni plusieurs communautés chrétiennes avait pour objectif de glorifier Jésus-Christ, comme nous le rapporte Raleigh Diomandi. La Convention Center du Parc des Expositions de Port-Boué sous des airs de louange. Plus de 6000 fidèles chrétiens prennent part à l'édition 2024 des MRE, moments de reconnaissance à l'Éternel. À travers cantiques et chants, ils manifestent leur gratitude à Jésus-Christ. C'est vraiment bien d'être ici. Je sens le Saint-Esprit est dans ce lieu. Nous, on croit que pendant toute l'année, le Seigneur a été fidèle pour nous. On lui a demandé en janvier, en février, dans tous les mois. Et en décembre, on veut amener les chrétiens à dire merci au Seigneur. Depuis maintenant 11 ans, les MRE sont organisés par la Maison de méditation de la Bible. Pour cette édition, des chantres de renom comme Amos Kissé marquent leur présence sur la scène pour communier avec les fidèles. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être reconnaissant envers le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous accorde le souffle de vie et grande est notre joie. Nous avons une bonne raison pour élever son nom, pour lui dire merci. À quelques semaines de l'an 2025, les communautés chrétiennes réunies à cet événement ont multiplié les prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.
Voilà, et on va prier particulièrement aussi pour le Mozambique et Mayotte. Le cyclone Chido qui a frappé il y a quelques jours l'archipel de Mayotte a aussi laissé de graves séquelles au Mozambique. Pas moins de 34 personnes ont été tuées selon l'Institut national mozambicain de gestion des risques et désastres. Le cyclone s'est signalé dans le pays dimanche dernier dans plusieurs provinces. Fin de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas. Après ce journal, la direction des magazines d'information vous invite à suivre le dernier numéro de l'année 2024 de votre émission RTI 1 reçoit. Et pendant 90 minutes, Hamza Diaby échangera avec son invité du jour. Il s'agit de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Passez une très belle soirée. Demain 13h, retrouvez Marine Cognan. Et moi, je vous dis à 20h demain.